Donc je vais essayer de parler de ce sujet, donc la croissance et le bonheur. Est-ce que la croissance rend les gens heureux ou pas? Donc c'est une question qu'on peut aborder dans le cadre de ce champ de recherche qui s'appelle économie du bonheur ou du bien-être subjectif, qui consiste à étudier pour une fois ce que les gens disent et non pas ce qu'ils font, donc en s'écartant de la méthode habituelle des économistes, des préférences révélées, et en essayant de voir quels sont les fondements, quels sont les corrélats du bien-être, du bonheur ou de la satisfaction dans la vie déclarée par les gens. Normalement, les économistes utilisent plutôt l'utilité, qui est un peu une sorte de classement des choix, qui est supposé correspondre à ce que les agents essayent de maximiser, donc d'atteindre comme objectif. On peut imaginer qu'ils visent plusieurs objectifs et qu'ultimement, ils cherchent à être heureux. C'est ce que la plupart des philosophes pensent. In fine, ce que l'on cherche à faire, c'est de se sentir bien, d'être heureux. Et donc l'idée de ce champ de recherche, c'est de regarder si effectivement les actions des agents, leurs choix, leur mode de vie, leurs conditions de vie correspondent effectivement à un plus grand bonheur, un plus grand bien-être. Est-ce qu'effectivement ce modèle, utilité anticipée, choix, est-ce que l'utilité est synonyme de bien-être, en gros, pour aller vite. Si jamais ce n'est pas le cas, si on se rend compte que les gens font des choix qui ne les conduisent pas au bien-être, au bonheur, ça remet un petit peu en cause ce modèle du comportement et du choix individuel qui est supposé correspondre à l'intérêt bien compris de l'individu. Si l'individu se fait des choix qui en fait ne le conduisent pas à se sentir bien, c'est peut-être qu'il est mal éclairé dans ses choix, qu'il n'est peut-être pas très rationnel, il n'est peut-être pas capable de faire de bons choix. Et donc en fait, c'est pour ça que l'économie du bonheur entre dans ce qu'on appelle l'économie comportementale, qui consiste à étudier les comportements des gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils devraient être si les agents étaient parfaitement rationnels. Donc on admet la possibilité que les gens fassent des choix parfois un peu erronés par rapport au bien-être. Alors on peut regarder par exemple, comme nous sommes des économistes, la question qui nous intéresse c'est de savoir si les choix économiques des agents sont rationnels, les conduisent au plus grand bien-être. Donc dans l'utilité, dans le modèle le plus simple qu'on puisse imaginer, l'utilité, c'est-à-dire le bien-être des agents dépend de la consommation d'une part et d'autre part le temps libre, le loisir. Et donc on peut supposer qu'à loisir donné, à temps de travail donné, plus les gens consomment, plus ils sont heureux. Et pour consommer, il faut avoir du revenu, donc plus ils ont un revenu élevé, plus ils sont heureux. Donc en gros, en tant qu'économiste, on s'attend à ce que le revenu, à temps de travail donné, soit associé à un plus grand bien-être, à un plus grand bonheur déclaré. Donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer je vais vous présenter les tentatives de la recherche pour vérifier ce lien entre revenu et bien-être. Bon, par ailleurs, ce champ de recherche fait plein d'autres choses, et notamment s'intéresse à l'association entre le bien-être et puis des choses qu'on ne peut pas choisir individuellement, des choses qui sont de nature agrégée, par exemple le chômage, l'inflation, les inégalités, ou bien des choses telles que les procédures démocratiques ou les procédures d'organisation dans l'entreprise. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'utilité procédurale, puisque ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter sur le marché, il n'y a pas de transaction et de prix associé à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait très concrètement? On a dans des grandes enquêtes conduites par les instituts nationaux tels que l'INSEE, on interroge des dizaines de milliers d'individus et on leur pose plein de questions sur leurs conditions de vie et notamment des questions subjectives telles que globalement, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie en ce moment? Si 0 c'est extrêmement insatisfait et 10 c'est extrêmement satisfait, où est-ce que vous vous placez? Alors c'est formulé de diverses manières, parfois c'est formulé en termes de bonheur, parfois en termes de satisfaction dans la vie, parfois ce qu'on appelle l'échelle de Cantril, on leur dit qu'on leur présente une échelle, l'échelon le plus bas c'est la vie la pire possible pour vous, l'échelon le plus haut 10 ce serait la meilleure vie possible, et alors où vous êtes sur cette échelle entre la moins bonne et la meilleure vie possible pour vous en ce moment. Donc il existe de grandes enquêtes de ce type, nationales et internationales, qu'on utilise. Donc les enquêtes internationales, le World Value Survey, qui interroge 1500 personnes dans 97 pays du monde. Il y a 4 vagues déjà. Des enquêtes européennes, des enquêtes en Amérique latine, et puis des enquêtes nationales dans lesquelles il y a beaucoup plus de gens. Les grandes enquêtes de ce type, c'est l'enquête allemande, l'enquête anglaise, même l'enquête russe, en fait, qui est très, très, très bien. Il y a une nouvelle enquête australienne depuis 2001. Et en fait, en France, on commence à le faire aussi. Depuis l'an dernier, l'INSEE a introduit des questions subjectives de ce type dans les grandes enquêtes qu'il mène. Donc, avant de commencer sur le revenu, quels sont les corrélats du bonheur? Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on estime une fonction de satisfaction individuelle. Donc, on regarde d'un côté la satisfaction déclarée par les gens, et puis de l'autre côté, tous les corrélats de cette satisfaction, donc les variables explicatives dans une régression.
Et donc, on s'intéresse par exemple à la relation entre je sais pas moi, par exemple, inégalité et puis satisfaction, mais on veut raisonner toutes choses égales par ailleurs. On veut quand même contrôler pour les circonstances des gens. C'est-à-dire, on ne veut pas que l'association que l'on mesure soit un effet de composition de l'échantillon. Donc, on veut raisonner pour un individu typique avec des caractéristiques données. Donc, dans ces régressions, on contrôle, on inclut systématiquement les caractéristiques sociodémographiques des gens, donc leur âge, leur statut marital, leur statut d'emploi, leur métier. On contrôle pour l'année à laquelle on interroge les gens, puisqu'il y a des années de croissance, des années de dépression, la région dans laquelle les gens vivent, le pays, bien entendu. Et donc, on a une estimation multivariée, toutes choses égales par ailleurs. Je suppose que là, vous êtes familier avec ça en suivant les cours de Roger Guenry. Et donc, ces variables de contrôle qui ne nous intéressent pas au premier chef aujourd'hui, mais néanmoins, est-ce qu'elles sont associées au bonheur ? Alors, les femmes sont plus heureuses que les hommes dans les pays développés, et c'est le contraire dans les pays en développement. Il y a une courbe en U très bizarre du bonheur et de l'âge, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, on se déclare de moins en moins heureux, mais heureusement, après, ça remonte vers l'âge de 45 ans. Les gens mariés ou qui vivent avec quelqu'un sont plus heureux que ceux qui sont seuls, célibataires, enfin, veufs ou divorcés. Les gens qui sont en emploi se disent beaucoup plus heureux que ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est un effet très très important. Le bonheur déclaré augmente avec le revenu, on va le voir. Et bizarrement, l'éducation ne joue pas directement, c'est difficile à mesurer parce qu'en fait l'éducation est souvent liée avec le revenu, donc en fait tout l'effet de l'éducation passe par le revenu. Et de manière encore plus paradoxale, le fait d'avoir des enfants ne rend pas heureux, bien au contraire. Donc bon, voilà, ça c'est pas le sujet central, mais voilà. Donc est-ce que ces variables mesurent quelque chose ? Quand on travaille, enfin, quand on se frotte à ce sujet pour la première fois, souvent les gens disent mais quoi, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça dépend de l'humeur que j'ai aujourd'hui, ça dépend de ce que j'ai entendu comme nouvelle à la radio. Donc, autrement dit, est-ce que c'est que du bruit ? Est-ce que c'est quelque chose de complètement aléatoire qui varie dans n'importe quel sens ? Si c'était le cas, il n'y aurait pas de structure. C'est-à-dire qu'on ne retrouverait pas les mêmes associations entre des caractéristiques des gens et puis le bonheur qu'ils déclarent dans tous les échantillons. Or, il existe vraiment une structure très, très lourde, très stable. Dans ces enquêtes, on retrouve toujours ces corrélats dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la relation entre le bonheur déclaré des gens et puis leur statut marital, leur âge, etc. Et puis ces variables sont corrélées avec plein de choses, elles sont corrélées avec des mesures physiologiques, elles sont corrélées aussi avec les choses que font les gens. Elles prédisent le comportement des gens. Donc quelqu'un qui une année dit qu'il n'est pas content de son travail, il y a de fortes probabilités pour qu'il quitte son emploi dans l'année qui vient. Les gens qui se disent malheureux ou qui ne sont pas au même niveau de bonheur sont beaucoup plus, ont des risques beaucoup plus importants de divorcer par la suite. La productivité des gens est liée avec leur bien-être. Les gens dont le bonheur baisse beaucoup au moment où ils perdent leur emploi ont beaucoup plus de chances de retrouver vite un emploi que ceux qui sont moins affectés. Bref, ces variables ont une capacité prédictive, donc ce n'est pas purement du bruit. Il y a un peu de bruit. Il y a des problèmes méthodologiques, mais elles sont quand même associées à quelque chose. Elles reflètent quand même quelque chose de profond, de latent. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la relation entre le revenu et le bonheur. Est-ce que l'argent, le revenu, la croissance de revenus au cours du temps rend les gens plus heureux ? Donc est-ce qu'il faut mener des politiques de développement ? Est-ce qu'il faut continuer à organiser la société de manière en vue de l'efficacité, c'est-à-dire de la productivité, de la genèse du revenu le plus important possible, ou est-ce qu'au contraire ça ne sert à rien, ça ne rend pas les gens heureux, on a fait fausse route et il faut au contraire retourner à plus de loisirs, plus d'autres choses, la pêche, voilà. Donc cette question, en fait, c'est vraiment la motivation profonde de la plupart des chercheurs qui travaillent dans ce champ. En réalité, s'ils travaillent dans ce domaine, c'est qu'ils ont envie de répondre non à la question d'Easterlin. Est-ce que augmenter le revenu de tous va permettre d'accroître le bonheur de tous ? Cet article écrit par Easterlin en 1974 et qu'il n'a cessé de réécrire depuis donne à cette question une réponse négative. Donc le paradoxe d'Easterlin, ce que je vais vous présenter, c'est que d'une certaine manière, d'un certain point de vue, la croissance économique ne rend pas les gens heureux. Alors, en fait, le paradoxe d'Easterlin, c'est un paradoxe de plusieurs manières. C'est un paradoxe parce que selon la manière dont on regarde les données, on obtient une réponse différente à cette question. Et c'est un paradoxe parce que l'une des réponses va contre l'intuition. Donc d'abord, la première chose, il y a 4 faits stylisés. 4 faits qui constituent le paradoxe d'Easterlin. Le premier, c'est qu'au sein d'un pays, quand on a une enquête qui est menée au sein d'un pays, on observe toujours et partout que les riches se disent plus heureux que les pauvres. C'est toujours vrai. Ça, c'est vrai en Chine. Comme on voit, les gens qui appartiennent au décile de revenus le plus élevé ont un niveau de satisfaction déclaré sur une échelle de 0 à 10 plus élevé que les autres.
C'est la même chose aux États-Unis. Il y a une relation entre revenus et bonheur. C'est donc les enquêtes successives menées par le General Social Survey, donc l'organisme statistique américain, donc toutes les années depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit qu'il y a une relation positive entre revenus et bonheur. Alors ce n'est pas une relation linéaire. C'est pas il ne s'agit pas de dire que quand le revenu augmente de $1, le bonheur augmente de 1 point ou c'est une relation en fait concave, c'est-à-dire que le bonheur augmente avec le revenu, mais fortement au début et puis après de moins en moins. Mais en fait, comme toute chose, l'utilité de toute chose est concave en fait. Il y a une utilité marginale décroissante. Enfin, quand on a très envie de quelque chose, les premières unités sont très agréables et puis au fur et à mesure, ça reste agréable, mais moins. Donc l'utilité du revenu, l'utilité marginale du revenu est décroissante, c'est tout à fait normal. Et dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener, en Amérique latine, en Afrique, dans les pays en transition, partout, on a cette relation, le bonheur est égal à 0,3, 0,5 log du revenu. Bon, je fais ça de manière un peu caricaturale, un peu provocatrice. Deuxième chose, les habitants des pays riches se déclarent plus heureux que les habitants des pays pauvres. Donc là, c'est un peu le même graphique que tout à l'heure, sauf que chaque point représente le bonheur moyen déclaré par les habitants d'un pays. Donc un point est représenté par 1, le revenu par tête du pays en question, en abscisse, et puis 2, le bonheur moyen des habitants de ce pays en ordonnée. Donc on voit qu'il y a une relation typique qui relie ces deux grandeurs, une relation toujours la même, là, log, qui est représentée par la ligne. Donc on a cette relation positive entre revenu moyen et bonheur moyen. En même temps, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'il y a quand même des effets, il y a quand même des clusters, il y a quand même des groupes de pays qui sont un peu au-dessus de la relation typique entre revenu et bonheur ou en dessous. On voit que les pays d'anciennement communistes, pour un revenu par tête donnée, ils sont tous en dessous de la ligne. Là, j'ai ça, c'est bien ça. Ils sont tous en dessous de la ligne, les pays ex-communistes. Et puis les pays d'Amérique latine, pour un revenu donné, ils sont tous au-dessus du bonheur qui serait typiquement prédit par la relation entre bonheur et revenu. Et puis on voit que la France, là, est en dessous de la ligne. Et puis il y a toujours les pays du Nord qui sont toujours plus heureux que ne leur permettrait normalement leur niveau de vie. Ensuite, troisième fait stylisé, les fluctuations conjoncturelles sont très corrélées avec le bonheur. C'est-à-dire que les périodes d'expansion et les périodes de récession sont très corrélées avec la manière dont les gens ressentent leur existence. Le bonheur déclaré par les gens est très sensible au chômage, très sensible à l'inflation, très sensible aussi à la volatilité, c'est-à-dire au fait que les revenus ne soient pas stables, mais que ça bouge beaucoup. Parce que la volatilité, c'est la variance, c'est le risque. Alors, on peut même le montrer, et ça, c'est le cycle des affaires, business cycle, donc le cycle des affaires américain, sur la ligne verte. Donc, c'est l'écart entre le revenu par tête à un moment donné du temps et puis la tendance de l'économie. Et puis la ligne bleue, c'est le bonheur déclaré par les gens. Et on voit que vraiment l'évolution des deux choses est très proche et les deux lignes sont vraiment plus que parallèles. Encore mieux, dans cet article de Angus Deaton, fondé sur une enquête Gallup qui interroge environ 1000-1500 Américains par jour, l'auteur montre que les fluctuations quotidiennes du bonheur déclaré par les gens suivent de près les fluctuations quotidiennes de la bourse, du Dow Jones. Pourquoi ? Pas forcément parce qu'ils sont tous actionnaires et qu'ils ont perdu ou gagné de l'argent, mais simplement parce que les gens sont au courant de l'état de l'économie et de la bourse et que ça représente pour eux les anticipations de croissance, les anticipations de prospérité ou au contraire de récession. Donc, dans le moral des Américains, le Dow Jones joue un rôle important, visiblement, d'où la corrélation. Et puis dans les pays de l'Est, dans les pays en transition, quand on part de l'année où l'économie a été libéralisée, donc on a toujours cette récession transformationnelle, là, une petite période de récession au début, puis après ça repart. Et la ligne rouge représente le revenu par tête, et la ligne bleue représente la satisfaction moyenne déclarée par les gens. On voit que vraiment le bonheur suit les fluctuations de l'économie. Et on peut tracer la même courbe dans divers pays en transition, l'ancienne Allemagne de l'Est, la Biélorussie, l'Estonie, la Slovénie, la Lituanie, etc. Donc voilà, jusqu'à là, le bonheur suit le revenu. Le paradoxe d'Easterlin vient de ce que Easterlin lui-même a montré, à savoir que sur le long terme, la tendance du bonheur n'augmente pas avec le revenu. C'est-à-dire que si on prend deux points très distants l'un de l'autre dans le temps, en 1972 et puis 2002, et qu'on mesure le bonheur moyen des habitants du pays à ce point-là et ce point-là, et on trace une ligne entre les deux, la ligne va être plate. Donc c'est vraiment très bizarre. En fait, ce pays a connu, le revenu par tête est passé de $1 700
de 17 000 $ à 33 000, donc il a été multiplié par 2, et le bonheur des gens est resté complètement stable. Alors on voit qu'il y a eu des fluctuations conjoncturelles, encore une fois, parce que les points font ça, montent et descendent, hein, mais la tendance est plate. Donc la seule chose, donc vraiment le paradoxe d'Easterlin concerne la tendance sur le long terme. Donc là, c'était les États-Unis. On peut faire le même genre de graphique avec les pays européens. On voit qu'il y a des fluctuations conjoncturelles, mais qu'en gros, la tendance reste plate. Et ça, c'est le Japon, une économie qui a connu 5% de croissance par an à partir de l'après-guerre, et dont le bonheur a eu une augmentation nulle en tendance. Donc ça, c'est voilà, Easterlin. Donc en résumé, les riches sont plus heureux que les pauvres au sein d'un pays, les habitants des pays riches sont plus heureux que les habitants des pays pauvres, le bonheur suit les fluctuations conjoncturelles, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Donc le paradoxe d'Easterlin concerne le long terme. J'insiste vraiment parce que parfois, les gens disent Easterlin a montré que l'argent ne rend pas heureux, c'est faux. Easterlin a juste montré qu'il y a un problème sur la tendance. Alors, certains ont dit oui, mais c'est parce qu'il existe un effet de seuil. En fait, au début, quand un pays sort de la pauvreté, les gens sont plus heureux. Et puis après, quand on a atteint un certain niveau de revenu, alors certains disent c'est 15 000 $ par tête, d'autres disent c'est 20 000. À partir de là, l'argent ne sert plus à rien parce que finalement, on a satisfait ses besoins de base et s'enrichir davantage ne sert à rien. Bon, ça, c'est pas dans les données, c'est faux. Aucune enquête ne permet d'établir ce fait, même si certains ont écrit ça, mais en fait, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de satiété. La vérité, c'est ça, c'est qu'il y a une courbe qui, certes, devient beaucoup plus plate avec le temps, mais vous voyez, ça ne converge pas, elle continue à augmenter. Et donc, si on la poursuit à l'infini, cette courbe-là, ça continue quand même à augmenter. Il n'y a pas d'asymptote. Donc, en fait, il y a vraiment un problème il y a vraiment une sorte de no-bridge entre ce que disent les données transversales, les coupes instantanées, et puis l'évolution de long terme. On ne peut pas prédire l'évolution de long terme du bonheur d'un pays en regardant la relation entre revenu et bonheur à un moment donné. C'est trompeur, d'accord? Donc la relation instantanée, c'est la courbe bleue, et puis la relation de long terme, c'est la courbe, les petits points noirs qui sont en tendance plat. Alors que faire de ce paradoxe? Alors, premièrement, on peut contester les faits. Alors, certains, effectivement, ont essayé de refaire les calculs, de reprendre des meilleures données, plus longues, de meilleure qualité, en faisant plus attention, et de dire qu'en fait, non, il n'y a pas de paradoxe. Donc, je vais vous présenter ça. On peut essayer d'expliquer le paradoxe, et puis dire, bon, ben voilà, donc l'argent, la croissance ne rendra pas les gens heureux, et on va vous expliquer pourquoi. On peut essayer de mettre en évidence d'autres aspects positifs de la croissance. On peut renoncer à la croissance, et puis mesurer autre chose à la place, changer de modèle. Alors, contester le fait stylisé, c'est juste pour vous dire que c'est un domaine de recherche, un point qui est très controversé. Il y a plein des contributions en cours, notamment de ces deux auteurs, Justin Wolfers et Ben Stevenson, qui essayent de recalculer avec d'autres données la relation de long terme et d'essayer de montrer que si le bonheur est toujours égal à 0,3 fois le log du revenu, même sur le long terme, il suffit de bien s'y prendre pour l'obtenir. Donc voilà, ça devient une querelle méthodologique sur les données. Bon, à la fin, la question à la fin, c'est la taille du coefficient quand même. L'argument de Wolfer et Stevenson, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à montrer que le bonheur augmente de manière statistiquement significative qu'on peut rejeter l'idée qu'il augmente. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle que ça n'augmente pas, mais on ne peut pas non plus rejeter, ça ne veut pas dire qu'on peut rejeter l'hypothèse que ça augmente. Bon, en fait, c'est une querelle sur la taille du coefficient, finalement. Est-ce que le coefficient est assez important pour dire que ça augmente, le bonheur, ou est-ce qu'en fait, il est négligeable et en gros, ça n'augmente pas. Vraiment, on en est là. Donc, après, il y a des auteurs qui pensent qu'il n'y a pas de corrélation, certains qui pensent qu'il y a une corrélation, d'autres qui ont montré que ça dépend des fois, ça dépend des pays. Et c'est très difficile à montrer, en fait, parce qu'il y a moins de variabilité dans les séries temporelles que dans les coupes transversales. En fait, le bonheur moyen, ça augmente moins vite et ça varie moins. Le revenu moyen et le bonheur moyen, oui, ça augmente moins vite et ça varie moins que les différences de revenus au sein d'un pays ou entre pays. Donc il y a moins de variabilité et c'est donc plus difficile d'identifier statistiquement la relation. Alors, donc, si on veut bien admettre le paradoxe d'Easterlin et penser que l'argent ne rend pas heureux, à ce moment-là, il faut essayer d'expliquer pourquoi. Et il y a deux explications naturelles et très intuitives. La première, c'est que c'est parce que tout est relatif. Et donc, en fait, la seule chose qui compte, c'est pas mon revenu dans l'absolu, c'est pas savoir si je gagne 3 000, 4 000, 20 000 euros, c'est de savoir si je gagne plus que mon collègue qui travaille dans le même domaine, ou mon beau-frère, etc. Et donc, si la seule chose qui compte pour moi, c'est l'écart entre mon revenu et puis une onde de référence à laquelle je le compare,
Si les deux choses augmentent, bah, finalement l'écart reste le même et personne n'est plus content. Et puis au cours du temps, si les revenus de certains augmentent et puis les revenus d'autres augmentent moins, la somme des écarts sera toujours égale à 0. Et donc, enfin, oui, ce sera un jeu à somme nulle. Et donc finalement, c'est normal que le bonheur moyen n'augmente pas, puisqu'il y aura des gagnants et des perdants. Voilà, donc la première explication, c'est ça, c'est que elle vient du fait que tout est relatif à une certaine aune de référence, elle vient des comparaisons. Et la deuxième explication, c'est un peu la même chose, sauf que là, l'aune de comparaison, ce n'est pas le revenu d'autrui, c'est mon revenu dans le passé. C'est l'idée qu'en fait, on s'habitue, il y a un phénomène d'adaptation. Au début, quand on a quelque chose, quand on vient d'acheter, je ne sais pas, le dernier iPhone, le dernier modèle, ou quelque chose, un gadget de ce type, eh bien, on est très content, on est ravi, et puis au bout d'un moment, on s'y habitue, et finalement, on n'est pas plus heureux qu'un mois avant d'avoir, ou 3 mois avant d'avoir acquis ce nouveau gadget. Ben, en fait, ce raisonnement, il peut s'étendre à quasiment tout ce qu'on peut acheter avec l'argent. Et donc, finalement, le phénomène d'adaptation fait que, en fait, il y a une espèce de course entre le niveau, les aspirations des gens, ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils voudraient, et puis ce qu'ils ont. Et l'écart ne se réduit jamais. Alors, comment est-ce qu'on a montré, comment est-ce qu'on a mis ça en évidence ? Pour mettre en évidence les effets de comparaison, en gros, ce qu'ont fait les chercheurs, dans une grosse partie des travaux, ça consiste à se dire, bon, je vais regarder si le bonheur déclaré par les gens dépend de leur revenu de référence, donc du revenu de leur groupe de référence. Donc immédiatement, on se pose la question, quel est ce revenu de référence, quel est ce groupe de référence? Donc les chercheurs, ils ne savent pas, donc ils sont obligés de faire une hypothèse eux-mêmes, de se dire, bah, finalement, sûrement, les gens se comparent à leurs collègues, à ceux qui ont les mêmes diplômes, le même genre d'emploi. Donc on peut donner une définition professionnelle du groupe de référence et puis construire dans les données, avec les statistiques, le revenu moyen de ce groupe de référence. Ça peut être donc une définition professionnelle, ça peut être une définition démographique, on peut dire les gens se comparent sûrement à leurs concitoyens qui ont le même âge dans la même région. Parce que ce sont les gens qui voient, par exemple, le matin à l'école, en amenant leurs enfants. Ils se comparent peut-être à leurs voisins. Voilà. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le revenu moyen de ce groupe de référence hypothétique, et puis on l'injecte dans l'équation de bonheur, là, dans l'estimation, et on voit s'il y a une corrélation statistiquement significative et quel est son signe. Si le signe est négatif, si ce petit signe B est négatif, ça veut dire que le revenu moyen, donc pour un revenu donné, étant donné mon revenu, étant donné ce que mon revenu est, plus le revenu de mon groupe de référence augmente, moins je serai content, si B est négatif. Et donc, effectivement, dans la plupart des travaux, on trouve que le revenu du groupe de référence des gens, donc de leurs voisins, de leurs concitoyens, de leur groupe professionnel, a une corrélation statistiquement significative et négative avec le bien-être des gens. Il y a ensuite, une fois qu'il y a une première vague de recherche suivant cette méthode, des chercheurs, moi par exemple, ont essayé d'introduire dans les enquêtes des questions pour demander vraiment aux gens s'ils se comparaient, parce que c'est pour sortir un peu de l'hypothétique. Et donc on leur a demandé à quel point c'était important de comparer leur revenu à celui d'autres gens, et si jamais ils se comparaient, à qui ils se comparent. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tiers des gens qui disent non, je ne me compare pas. Et les autres se comparent, et quand on leur demande à qui ils se comparent, les Européens, donc là c'est une enquête européenne qui a été réalisée en 2006 auprès de 1500 personnes par pays dans 25 pays, et donc les gens se comparent essentiellement à leurs collègues. Les gens se comparent essentiellement à leurs collègues et puis après un peu à leurs amis. Et les comparaisons sont plus importantes dans les pays pauvres. Là, on a la ligne qui représente l'importance déclarée par les gens, l'importance des comparaisons. Et là, on a le PNB par tête et on voit qu'en gros, les comparaisons sont moins importantes dans les pays qui ont un revenu plus élevé. Donc les comparaisons sont plus importantes pour les pauvres et ça, c'est assez intuitif puisque les comparaisons font mal quand il s'agit de se comparer à plus riches que soi. En fin de compte, les comparaisons sont moins intéressantes quand il s'agit quand on se compare à des gens plus pauvres, à la limite, on s'en fiche un peu. Les comparaisons, c'est surtout l'envie. Donc, c'est plutôt les comparaisons vers le haut. Et puis, alors, dans cette enquête, les gens qui déclarent attacher le plus d'importance en comparaison se déclarent aussi moins heureux. Et ils sont plus favorables à une redistribution du revenu par l'État. Ils veulent réduire les écarts de revenus. Et parmi toutes les destinations, les groupes auxquels on peut se comparer, ceux qui rendent le moins malheureux, ceux qui sont associés à la moindre baisse de bonheur, c'est les collègues. Donc se comparer à des collègues rend moins malheureux que se comparer à des amis ou à la famille. Pourquoi ? Parce que sûrement, on va en parler après, les collègues partagent avec moi beaucoup de caractéristiques professionnelles, et donc si eux peuvent gagner un salaire plus élevé, eh bien, en partie, c'est peut-être aussi possible pour moi.
Donc dans le revenu de mes collègues, il n'y a pas seulement une onde de comparaison, il y a sûrement aussi une source d'espoir et une source d'information, quelque chose de plus cognitif et de plus favorable pour l'individu. Voilà pourquoi elles sont moins douloureuses que les autres. Alors, la troisième méthode qu'on a du mal à mener, mais ça a été fait récemment, donc je ne peux pas résister au plaisir de vous en parler, c'est des expériences que nous, maintenant, les économistes, on ne peut plus croire qu'on établit une relation de causalité si on n'a pas fait une expérience naturelle ou contrôlée. Donc il faut absolument suivre la méthode des médicaments, avec une sorte de placebo, enfin en tout cas un groupe de contrôle, un groupe de traitement. Donc on veut voir ce qui se passe quand certaines personnes sont soumises à la comparaison et d'autres non. Alors ça a été fait par des chercheurs, David Cart, dont Emmanuel Saez, qui est un ancien étudiant de chez nous. Ils sont chercheurs en Californie et ils ont remarqué que, alors en Californie, en fait, la loi oblige à publier les salaires de tous les fonctionnaires. Tous les gens qui sont payés par l'État doivent avoir, l'information est publique, elle doit absolument être publique. Et effectivement, il existe un site internet qui s'appelle sacbi.com, qui a été mis en œuvre par un journal, je crois, qui publie les salaires de tous les fonctionnaires par type d'organisation. Et ce site a ouvert en mars 2008, et donc ces chercheurs ont mené une expérience à l'automne 2008. Alors vous voyez ce site, si vous y allez, c'est très, très facile, vous tapez ça sur Internet, et puis là vous avez une petite case, vous mettez le nom de la personne que vous cherchez dans le département où vous ne mettez pas, vous cherchez pour l'année que vous voulez, et hop, vous obtenez le salaire de la personne. Donc voilà, son évolution, ça c'est son salaire de base, ça c'est son salaire, non, en rouge c'est le salaire de base, en bleu c'est le salaire total parce qu'il peut y avoir des primes, donc vous avez l'évolution au cours du temps. Et puis en dessous vous avez d'autres, donc là il gagne 280 000 $ par an. Et puis vous avez en dessous d'autres informations qui vous donnent la personne la mieux payée dans le département, ou les 5 personnes les mieux payées dans le département. Voilà. Donc c'est vraiment un clic et vous connaissez les salaires de tous vos collègues. Donc ces chercheurs ont mené une expérience en 2 temps. D'abord ils ont défini un échantillon stratifié, un échantillon de personnes qui travaillent dans 3 universités, aussi bien des professeurs que des membres du personnel administratif ou médical. Et puis ils ont tiré au hasard un échantillon dans ce groupe de personnes. Et à la moitié, ils ont envoyé un message en disant, donc la moitié va être le groupe de traitement, ceux qui vont recevoir un message, et l'autre moitié va être le groupe de contrôle, ceux qui ne reçoivent pas de message, ils ne reçoivent pas d'informations. Donc ceux qui sont dans le groupe de traitement, ils reçoivent un message en disant bonjour, nous sommes des professeurs d'économie à l'université de Princeton et de Berkeley. On fait un projet, nous conduisons un projet de recherche sur l'inégalité en Californie, et on s'est rendu compte qu'il y avait un website, un site internet qui donnait les salaires de tout le monde. On voulait juste vous demander, est-ce que vous êtes au courant de l'existence de ce site? C'est tout. Et puis, donc, il y a ceux qui reçoivent l'information, le message. Et puis, 10 jours après, ils reviennent et ils interrogent tout le monde, aussi bien ceux qui ont reçu le message que ceux qui ne l'ont pas reçu. Donc, ils leur demandent s'ils ont consulté le site et ils leur posent une série de questions. Et puis par ailleurs, ils ont l'échantillon administratif de tous ces gens-là, donc ils connaissent pour tous ces gens-là leur statut, leur salaire, depuis quand ils travaillent dans l'entreprise, leur âge, enfin plein de choses sur eux. Alors, les questions de deuxième étape qui sont posées, c'est est-ce que vous êtes content de votre salaire dans ce travail? Est-ce que vous êtes content de votre emploi, de votre job? Est-ce que vous trouvez que les salaires sont fixés de manière juste, fair, par rapport aux autres Est-ce que vous trouvez que votre salaire est juste par rapport à celui des autres dans votre département? Est-ce que vous êtes content de votre salaire par rapport à celui de votre collègue? Est-ce que vous envisagez vraiment de faire un effort pour trouver pour changer d'emploi dans l'année qui vient? Est-ce que vous trouvez que les différences de revenus, les écarts de revenus aux États-Unis sont trop importantes? Voilà. Et puis ils construisent un indice de satisfaction agrégé. Et donc voilà. Alors à quoi est-ce qu'on s'attend? Si jamais les comparaisons ne comptaient absolument pas et que les gens étaient tout à fait philosophes, ils allaient consulter le site, ils voyaient qu'ils gagnaient 3 fois moins que David Cart, mais c'est pas grave parce qu'ils le méritent sûrement. À ce moment-là, si les gens étaient totalement insensibles aux comparaisons, eh bien, il n'y aurait aucune différence de satisfaction entre ceux qui ont reçu le traitement, ceux qui ont reçu le message, et ceux qui ne l'ont pas reçu. D'accord ? Si les comparaisons étaient complètement linéaires et symétriques, c'est-à-dire que si les comparaisons avaient autant d'effets pour ceux qui gagnent moins que le revenu médian de leur groupe ou plus, si les comparaisons avaient autant d'effets sur les pauvres, disons, que sur les riches au sein d'un groupe,
on aurait un effet moyen nul, puisque les riches seraient plus contents, les pauvres seraient moins contents, en moyenne, ça serait nul. Si au contraire, les comparaisons ont plus d'impact sur ceux qui gagnent moins que la moyenne de leur groupe, que la médiane de leur groupe, on va trouver un effet négatif des comparaisons. Bon, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que, premièrement, ceux qui ont reçu l'information, ils ont été 2 fois plus nombreux que les autres à aller voir le site, parce qu'il y a quand même un petit effet de diffusion. Tous ceux qui ont consulté, parmi ceux qui ont consulté le site, pour 4/5 d'entre eux, ils ont été voir le salaire de leurs collègues dans le département. Ils auraient pu aller voir n'importe quoi d'autre, hein, mais ils ont été voir évidemment les salaires de leurs collègues. Et on observe une forte différence de satisfaction. Donc ceux qui sont dans le groupe de traitement sont beaucoup moins satisfaits que ceux qui ne sont pas dans le groupe de traitement, surtout quand ils sont en dessous de la médiane de leur département. Ceux qui sont au-dessus de la médiane, ça ne leur fait rien. Mais ceux qui découvrent qu'ils sont en fait en dessous de la médiane, donc la médiane c'est le niveau de revenu qui coupe en deux le groupe, entre ceux qui gagnent plus et ceux qui gagnent moins. Ceux qui découvrent qu'ils sont en dessous de la médiane dans leur département ne sont pas contents du tout, et ils disent qu'ils ont la ferme intention d'essayer de changer d'emploi. Et en fait, ces chercheurs sont revenus 3 ans après pour voir si ceux qui avaient dit qu'ils voulaient changer d'emploi avaient effectivement changé d'emploi, et malgré la crise, puisque c'était en 2008 et ils sont revenus en 2011, malgré la crise, effectivement, une grande proportion de ces gens-là avaient changé d'emploi. Donc, tout ça pour dire que les comparaisons semblent avoir un effet important. Alors là, j'ai une petite vidéo. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, cette vidéo. Non, c'est pas ça. Ok, pas grave. Je ne suis pas habituée à ces temps. Bon, peut-être que je peux faire comme ça. Voilà. Ça ne dure pas longtemps. Donc c'est vous savez, c'est les... Comment ça... Donc ce sont des singes qui sont apprivoisés, on leur fait faire des expériences, on leur demande de donner une pierre, en échange on leur donne une récompense, c'est un bout de concombre. Donc ça a été fait plusieurs fois, ils sont très contents. Ils donnent une pierre, on leur donne un bout de concombre. Et, sauf que celui de droite, on lui donne un raisin. Le raisin, c'est bien meilleur pour les singes capucins. C'est considéré comme bien meilleur, sucré, plus de vitamines, plus de protéines, Et lui, on lui donne un bout de concombre. Il n'en veut pas. Il était très content de le faire pour un bout de concombre, jusqu'au moment où il a vu que l'autre, il avait du raisin. À ce moment-là, il ne veut plus le concombre. Donc il n'est pas content du tout. L'autre continue à donner du raisin à celui de droite. Alors là, il teste la pierre, pour voir, peut-être que ce n'était pas une bonne pierre. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le raisin. Il teste la pierre, il donne la pierre, le concombre. Pas content. Pas content du tout. Continue à donner. Et en fait, il y a toute une série de vidéos. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, ça c'est sur la jalousie. En fin de compte, il y a peut-être quelque chose de naturel dans la jalousie. Voilà, donc ça c'était une illustration assez puissante de l'hypothèse, de l'explication du paradoxe d'Easterlin, c'est que en fait tout est relatif. Donc dans un monde où il n'y a que du concombre, je suis très content avec le concombre. Dans un monde où il y a du raisin, si j'en ai pas, je suis furieux. Et donc en fin de compte, la seule chose qui compte, c'est la différence entre ce que j'ai et ce que les autres reçoivent. L'autre explication, c'est le glissement des préférences. Du coup, il faut que je le remette en affichage. Plein écran. Alors, ce que dit Easterlin, c'est que les aspirations matérielles des gens augmentent avec leurs revenus. Au début, on se dit, si j'avais un appartement dans le 5e, je serais vraiment parfaitement heureuse. Et puis après, une fois que je l'ai, mais si j'avais une pièce de plus, ça serait quand même mieux pour pouvoir mettre un bureau. Et puis, si je pouvais avoir un salon plus grand pour organiser des réceptions, etc. Donc, les aspirations des gens augmentent avec leur niveau de vie. Et donc, il y a toujours un écart entre ce qu'ils ont et ce qu'ils voudraient. Et donc, le bien-être, qui est toujours... Si le bien-être dépend de l'écart, à ce moment-là, il reste inchangé. Et donc, Easterlin dit que les gens se trompent dans leurs anticipations. Ils font des choix qui sont fondés sur des anticipations fausses. Donc, on remet complètement en cause le modèle du choix rationnel, puisqu'on fait un choix en anticipant le résultat de ce choix. On pense que ça va nous rendre heureux, mais en fait, quand on y est, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Donc, tout le fondement des choix est vraiment remis en cause dans cette vision. Alors, en fait, c'est quelque chose qui avait déjà été exploré depuis les années 70 par des chercheurs des Pays-Bas, de l'école de Leiden, en posant la question du revenu minimum. On demandait aux gens, dans ces grandes enquêtes nationales, quel niveau de revenu mensuel considérez-vous comme un minimum absolu afin de pouvoir joindre les deux bouts, sans vous endetter, en prenant tout en compte, toutes les dépenses,
les assurances, les impôts, etc. Ou alors, on pouvait demander aussi quel revenu faudrait-il pour vivre bien. Enfin bon, restons avec le revenu minimum. Et ce que les chercheurs de l'école de Leiden ont constaté, c'est qu'un individu qui connaissait une année une augmentation de revenus de l'équivalent de 100 €, eh bien, au bout de 2 ans, il aura réévalué de 60 € le niveau de revenu qu'il lui faut pour joindre les deux bouts, ou pour vivre décemment. Autrement dit, c'est comme s'il y avait une évaporation de 60% de l'utilité du revenu à cause de ce phénomène d'adaptation. Et en fait, ces deux explications confirment complètement le modèle des expériences de Kahneman et Tversky, qui suggèrent que l'utilité des gens, donc leur satisfaction, ne dépend pas du tout de niveau de richesse, par exemple, mais toujours de l'écart et de la variation de leur richesse au cours du temps. Donc, ce qui compte, c'est vraiment reference point theory, c'est vraiment qu'on évalue tout par rapport à un point de référence et non pas dans l'absolu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renoncer à la croissance, puisque de toute façon l'absolu ne compte pas, seul le relatif compte, donc on est en train de faire une course de rat race, comme disent certains, on fait une course ridicule, puisqu'on est tous en train de courir, de passer tout notre temps à travailler pour essayer de surpasser son voisin, ou de surpasser son niveau passé, mais en réalité ça ne va servir à rien, et donc on ferait mieux tous de se coordonner pour travailler moins et faire autre chose. Donc est-ce que c'est vrai? Alors, moi je pense qu'il y a quand même quelques bémols avant de renoncer à la croissance. Le premier bémol, ou bémol général peut-être, c'est qu'il y a quand même un impact positif de la croissance, c'est que la croissance est porteuse d'anticipation optimiste et positive. Puisque l'adaptation, c'est le fait que le passé influence l'utilité courante, mais on sait aussi que l'avenir, bizarrement, influence déjà le bien-être des gens. Par exemple, si vous devez aller chez le dentiste le soir, vous êtes pour quelque chose qui fait mal, donc si vous devez subir une opération le lendemain, demain, vous êtes déjà assez angoissé. Vous vous sentez mal, si vous devez faire court, vous avez peut-être l'impression d'avoir le trac. Donc l'anticipation d'événements futurs a déjà un effet même émotionnel en fait, déjà dans le présent. Donc il y a un impact en fait anticipé du futur, de l'avenir sur le présent. Et cet impact il peut être positif ou négatif. Donc les anticipations des gens ont déjà un impact sur leur bien-être. Donc les anticipations de croissance, d'amélioration, de progrès ont un impact sur le bonheur des gens aujourd'hui. Et la croissance, c'est ça la contribution principale de la croissance. Donc ça, on a pu également vérifier cette idée dans les données. Par exemple, en utilisant cette enquête russe, j'ai regardé le bonheur déclaré par les gens sur une période de 10 ans. En regardant pour un niveau de consommation totale donné, donc en sachant que les gens ils vont consommer pour l'équivalent de 100 000 € de consommation diverses au cours de ces 10 ans, dans quel cas est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce que c'est quand ils ont connu un profil de consommation et de revenus plat? Est-ce que c'est dans le cas où ils ont connu un profil de consommation et de revenus croissant au cours du temps? Ou est-ce que c'est dans le cas où ils ont commencé par être très riches et consommer beaucoup, et puis après de moins en moins au cours du temps? Et puis deuxième question, est-ce que les gens sont plus contents quand ils ont anticipé souvent que leur situation allait s'améliorer? Puisque la question est posée chaque année aux gens, on leur demande est-ce que vous pensez que votre situation va s'améliorer au cours de l'année prochaine, ou se détériorer, ou rester pareil? Et est-ce que vous trouvez que votre situation actuelle s'est améliorée ou détériorée par rapport à l'année dernière? Donc la question c'est est-ce que les gens sont plus heureux quand ils pensent qu'ils s'attendent à une amélioration, ou au contraire à une stagnation ou un déclin? Bon, la réponse, c'est que les gens, au total, auront un score cumulé de bonheur plus élevé quand ils auront connu des profils de consommation croissants au cours du temps et quand ils se seront souvent dit que la situation allait s'améliorer. Et ça, c'est vrai pour différents types différentes catégories de gens, pas seulement ceux qui avaient des raisons pas seulement ceux qui ont eu un revenu complètement croissant tout le temps. En contrôlant pour les mêmes trajectoires, ceux qui ont été optimistes ont quand même été plus heureux que ceux qui ont pensé tout le temps que ça allait se détériorer. Donc il y a une préférence, en fait, une sorte de préférence pour les profils de revenus croissants. D'ailleurs, ça s'observe, la gestion de carrière par les entreprises souvent consiste à
a consisté, quand les gens restaient longtemps dans la même entreprise, à leur donner au départ un salaire assez faible, éventuellement plus faible que leur niveau de productivité. Et puis au cours de leur carrière, leur salaire augmentait continuellement. Et puis on sait bien que c'est très difficile de réduire le salaire des gens, même à la fin de carrière, quand on pourrait les garder à condition de les payer un peu moins parfois, ça ne se fait pas, c'est très difficile à faire accepter. Les gens préfèrent avoir des salaires qui augmentent continuellement au cours de leur vie. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que justement il y a cette espèce de... c'est une sorte je sais pas, les gens préfèrent avoir des anticipations favorables, se dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui, qu'on gagnera plus, que voilà, sinon c'est déprimant. Une sorte de gestalt en fait, c'est comme ça. Et donc en fait, on parlait à ce propos d'espoir. C'est vrai que les comparaisons comptent et donc le fait que les gens se comparent, ça gâche un peu la croissance parce que ce qui compte, c'est pas tellement que je gagne plus d'argent, mais que j'en gagne plus que mon collègue. Mais d'un autre côté, comme je vous le disais, en fait, dans le revenu d'autrui, il y a aussi une source d'anticipation positive. Et en fait, dans des périodes de croissance, par exemple dans la période au début de la transition dans les pays de l'Est, pour un revenu donné d'un individu, on pouvait observer dans les données que le fait de voir les collègues qui avaient les mêmes diplômes et le même genre de profession, de voir le salaire de ces gens-là augmenter, c'était une source de bien-être accrue. Donc dans les périodes de croissance, les gens peuvent très bien accepter que les inégalités augmentent et de voir que d'autres gens s'enrichissent si pour eux c'est porteur d'un message d'espoir. Et à ce moment-là, on peut vérifier qu'ils se disent plus heureux quand ils voient que c'est possible. Donc autrement, c'est un peu la même idée que tout à l'heure, c'est que dans la croissance, il y a la promesse d'une amélioration qui retentit tout de suite sur le bonheur immédiat. Et donc si on se prive de la croissance, on se prive de ça. En fait, on a fait un travail récent avec un collègue sociologue de l'École d'économie de Paris, qui s'appelle Olivier Gauchot, en menant une enquête auprès de salariés d'entreprises françaises et en appariant les données avec les déclarations d'assuré social, les DADS, donc, qui nous permettent de connaître pour un individu qui est dans l'enquête, en fait, dans les DADS, il y a tout le monde, il y a tout le secteur privé. Donc, pour un individu que nous, on a interrogé dans notre enquête, eh bien, on connaît tous ses collègues de l'entreprise pendant toutes les années qu'on veut. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est vraiment très rare d'avoir le contexte des gens, parce que quand on utilise des enquêtes nationales, l'INSEE tire de manière aléatoire des individus dans la population, donc ces individus sont représentatifs, mais on a, je sais pas, un ouvrier, un cadre, etc., mais on n'a pas leur contexte réel. Alors là, c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment les comparaisons des gens avec ceux qui les entourent vraiment. Donc pour une fois, on connaît exactement les collègues, le salaire de leurs collègues et qui sont-ils. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour un salaire donné, si je suis dans une entreprise, je me déclare beaucoup plus satisfait de mon travail et de mon salaire si je suis dans une entreprise qui paye bien. Donc si je suis dans une entreprise dont le salaire médian est plus élevé, et même dont le tiers des salariés est mieux payé, et même dont le 10e des salariés est mieux payé, et ce, quelle que soit ma position. Donc, même si je suis dans les 10% les moins bien payés, je suis quand même plus heureux si je suis dans une entreprise où les gens sont bien payés, même les gens qui gagnent plus que moi, que si je suis dans une entreprise où les gens sont moins bien payés. Parce que, encore une fois, je peux toujours me dire que je vais monter, que je vais avoir une augmentation de salaire, que c'est une entreprise qui est pleine de perspectives. Et donc, je suis plus heureux dans cette entreprise-là que dans une entreprise dans laquelle, éventuellement, d'autres gens seraient moins bien payés que moi, mais qui serait moins prometteuse. Donc ça, c'est vraiment cet effet signal, cet effet de l'information, qui est moi, je pense qui est très importante dans la genèse de la satisfaction et du bonheur, et qui est quand même liée à la croissance. Donc bon, voilà, ce bémol, disons, permet une certaine réhabilitation de la croissance sur la base de ces aspects d'anticipation informationnelle. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Il y a encore il y a un travail récent que j'ai mené avec d'autres collègues de l'École d'économie de Paris, Andrew Clark et puis notre doctorante Sarah Flech. Et en fait, je me suis demandé... 6 minutes. Ok, bon, je sais plus, ça ira. Certes, le paradoxe d'Easterlin, c'est qu'en moyenne, le bonheur n'augmente pas sur le long terme en moyenne. Bon, d'accord, ça c'est la moyenne. Mais moi, personnellement, je me suis toujours dit que c'était quand même bizarre d'attendre, d'espérer voir une moyenne augmenter en utilisant une mesure sur une échelle bornée. C'est-à-dire qu'en façon, on demande aux gens de déclarer leur bonheur sur une échelle de 0 à 10. Mais de toute façon, même si le bonheur de tout le monde augmente, on ne peut pas sortir de l'échelle. Donc, en un sens, moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que les gens interprétaient les échelons en fonction des circonstances réelles. Et donc, l'échelle, elle est interprétée comme reflétant l'ensemble des possibles.
Et donc, en fait, si c'est vrai, on devrait observer que tout le monde s'entasse au fur et à mesure de la croissance, tout le monde va s'entasser vers des niveaux assez élevés sur l'échelle de bonheur. Et c'est exactement ce qu'on observe. En fait, quand on regarde les données, pour des pays qui ont connu des phases de croissance continue, eh bien, on observe que, certes, le bonheur moyen n'augmente pas sur le long terme, mais l'inégalité de bonheur diminue. Et tout le monde, le bonheur s'homogénéise autour des échelons élevés de l'échelle. Donc, certes, augmenter le revenu de tous n'accroîtra pas le bonheur de tous, mais au moins ça l'homogénéisera. Donc, l'inégalité de bonheur diminue, et c'est pas du tout lié à la composition démographique de la population. Et en plus, ça se passe dans une période, en tout cas depuis les années 80, où les inégalités de revenus, elles, ont augmenté. Donc, ce n'est pas parce que les revenus se sont égalisés, au contraire. Hein. Donc, il y a deux forces qui jouent en sens contraire. L'inégalité de revenus augmente, et ça va rendre les gens plus inégalement heureux. Mais par ailleurs, la croissance elle-même rend les gens plus heureux. Donc, comment est-ce qu'on le voit avec l'enquête anglaise, allemande, australienne, États-Unis, et puis l'enquête internationale, World Value Survey? Déjà, ce qu'on voit ici, c'est qu'en coupe transversale, ici, on a le revenu par tête des pays, et puis là, l'écart type, donc une mesure de dispersion du bonheur. On voit qu'il y a une relation vraiment négative entre le revenu par tête et l'inégalité de bien-être. Au cours du temps, on voit que l'inégalité de bien-être diminue au cours du temps dans les pays qui ont connu une croissance strictement positive, alors que dans les pays qui ont connu une croissance négative, donc une décroissance, on observe que l'inégalité de bonheur augmente. Et puis ensuite, pour chaque pays, on peut obtenir ce genre de graphique, c'est-à-dire que ça, c'est le paradoxe d'Easterlin. Le revenu par tête augmente au cours du temps, le bonheur moyen en tendance reste stable, ça c'est encore le revenu, et puis là, on a l'inégalité de bien-être qui chute fortement au cours du temps. Donc la dispersion de bonheur diminue, et ça, on le trouve dans tous les pays pour lesquels on a eu des données. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une concentration du bonheur autour des échelons élevés, là. Il y a moins de gens qui se déclarent très malheureux, donc il y a moins de gens qui choisissent les échelons les plus faibles, ici. Et il y a aussi moins de gens qui choisissent l'échelon le plus élevé. Donc, en bleu, c'est la première année de l'enquête, en rouge, c'est la dernière année de l'enquête. Donc on voit l'évolution. Ici, on a mis l'évolution au cours du temps, et on a regroupé les échelons en catégories. Ça, c'est ceux qui ne sont pas très contents, donc on voit que la proportion de gens malheureux diminue. Ça, c'est ceux qui sont tout en haut de l'échelle, donc là aussi ça diminue. Et ça, c'est ceux qui sont au milieu, et on voit que leur proportion au cours du temps augmente en tendance. Et encore une fois, ce graphique, on l'a pour tous les pays. Voilà. Et on observe la même chose pour différents domaines de satisfaction. La satisfaction au travail, la satisfaction financière, la satisfaction concernant la santé. Donc on a une espèce de disparition des deux bouts de l'échelle, ceux qui se sentent totalement frustrés et ceux qui se sentent parfaitement heureux. Pourquoi ? Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a moins de gens qui se disent totalement malheureux ? Parce que la croissance, quand même, permet de sortir de la pauvreté. Et donc, ceux qui sont quand même en bas de l'échelle se rendent compte qu'ils sont quand même dans une moindre précarité qu'avant. Donc, ils satisfont probablement leurs besoins de base. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a moins de gens qui se disent parfaitement heureux ? C'est parce qu'eux, ils ont réévalué leur ensemble des possibles également. Et comme la croissance moderne, c'est une croissance complètement globalisée, le top de l'élite internationale, aujourd'hui, le PDG d'une très grande entreprise française ne se compare plus uniquement à ses pairs en France, mais à d'autres PDG dans le monde qui peut-être gagnent encore plus que lui. Donc, comme les comparaisons sont devenues globales, probablement au sommet de l'échelle, les gens ont réinterprété ce que ça voulait dire que d'être parfaitement heureux. Il y a aussi certainement le fait que la croissance s'accompagne d'une espèce d'extension du domaine des biens publics, c'est-à-dire des biens qui sont consommés par tous, notamment avec le développement du système de protection sociale, de l'éducation, de la santé, de l'espérance de vie, qui sont des biens publics. Et donc, et puis aussi, dans les pays démocratiques, l'extension des libertés politiques et privées, des droits politiques, l'égalité, toutes choses qui sont partagées par tous, en fait, qui sont vraiment des biens publics d'externalité. Et donc, évidemment, si ces biens sont consommés par tous davantage de manière croissante, eh bien, forcément, il y aura moins d'inégalités de bien-être. C'est comme si la partie de la consommation qui était publique augmentait, et donc forcément, si le bien-être dépend de la consommation, l'inégalité de bien-être va diminuer. Et puis, dernière chose qu'on a observée, c'est que l'écart de l'inégalité de revenus, elle est même inférieure
dans les échelons, donc dans les déciles de gens qui gagnent plus d'argent, dans les déciles de revenus les plus élevés, que dans les déciles les moins élevés. Et ça dans tous les pays, donc en Angleterre, en Allemagne, en Australie. Donc c'est comme si, en fait, c'est comme si finalement l'argent servait de, comment on dit ça, de buffer stock, d'amortisseur. En fait, le revenu est un amortisseur contre les chocs. La vie est pleine de chocs. Enfin, ce qu'on appelle chocs, nous, ce sont des événements imprévus qui peuvent être positifs ou négatifs, des accidents. Donc la vie est pleine d'accidents par nature. Et le revenu protège, enfin, permet de se protéger, de réagir contre ces accidents, comme si on était. Et donc ça explique pourquoi l'inégalité de revenus, l'inégalité de bien-être, pardon, baisse avec le revenu, puisque ça permet à plus de gens d'être moins exposés aux aléas de la vie. Alors, dans la minute qui me reste, faut-il remplacer le PIB par le BNB ? Dans le rapport Stiglitz-Sen, ce n'est pas ce que le rapport préconisait, hein, mais certains en ont profité pour poser la question et dire on va faire comme le Bhoutan, on va mesurer le bonheur national brut à la place du produit intérieur brut. Donc moi, je l'ai déjà dit, je pense que même si le PIB a des défauts, je ne pense pas qu'on puisse vraiment mesurer sur le long terme un bonheur moyen parce que l'échelle est bornée. Donc on va forcément avoir des effets de réinterprétation, des effets de recadrage qui vont biaiser complètement la mesure. Donc moi je pense qu'il faut utiliser les données subjectives, on peut apprendre plein de choses avec ces données, on peut apprendre plein de choses sur le revenu, sur les écarts, sur les comparaisons, sur les inégalités. Là j'ai présenté un petit échantillon de ce qu'on fait, mais on ne peut pas non plus utiliser ces mesures de manière totalement naïve, regarder des moyennes au cours du temps, parce que c'est quand même c'est une mesure assez spécifique. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que je pense du paradoxe d'Easterlin personnellement ? Donc le paradoxe d'Easterlin, il vient vraiment de la contradiction entre ce que disent les données en coupe instantanée et ce que disent les données sur le long terme. Et comme moi je ne crois pas trop à cette utilisation des données sur une échelle bornée pour le long terme, je serais plutôt favorable je pense plutôt que ces données sont faites pour être utilisées soit dans le court terme, soit en coupe transversale, et que je ne serais pas prête à remplacer le PNB par le BNB, mais bon, évidemment, c'est un champ de recherche ouvert et qui progresse tout le temps, et il y a tous les jours des nouveaux articles qui sont écrits, donc c'est simplement mon avis, mais en tout cas, je voulais vous présenter le débat, les enjeux. Merci.